Merci à toutes et à tous d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, cette dernière semaine, la question sur la flambée des prix des produits de première nécessité est sur toutes les lèvres. Qu'en est-il en réalité dans les marchés? Vous suivrez dans ce journal le reportage réalisé à ce propos au marché de Golo-Djigbe. La réunion hebdomadaire des ministres s'est déroulée hier au Palais de la Marina en présence du chef de l'État Patrice Talon. Vous suivrez le compte rendu dans cette édition. 325 millions de dollars, c'est le montant que doit verser l'Ouganda à la République démocratique du Congo sur décision de la Cour internationale de justice. Vous en saurez davantage dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, entre autres la création du musée d'art contemporain de Cotonou et de la réunion des musées publics, la contractualisation pour l'acquisition de kits de réception de la TNT. Plusieurs nominations ont été prononcées. Suivons ici le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngwedji. Au chapitre des mesures normatives, création du musée d'art contemporain de Cotonou et de la réunion des musées publics. Le musée est créé dans le but de donner corps à l'ambition du gouvernement de réhabiliter le tissu muséal national et de valoriser la création plastique. Destiné à offrir une ouverture sur le patrimoine culturel national, mais aussi sur la création contemporaine, il aura pour mission essentielle la sauvegarde, la valorisation et la promotion de l'art contemporain béninois. Quant à la réunion des musées publics, il s'agit d'un établissement public en charge de la gestion de l'ensemble des musées publics de notre pays. Sa gestion s'étend dans un premier temps aux infrastructures culturelles en cours de construction ou de réhabilitation telles que le Musée international de la mémoire de l'esclavage, celui de l'épopée des Amazones et rois du Dahomey, le Musée international du Vaudou, le Musée Alessandre Senou à Dandé et le Musée romain. Son portefeuille pourra ensuite être élargi à tout autre musée dont la gestion lui sera confiée. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des centres d'accueil et de protection de l'enfant en République du Bénin, les conditions et modalités de délivrance des agréments pour la fabrication et l'importation du tabac, ses dérivés et assimilés en République du Bénin, ainsi que le décret portant approbation des statuts du laboratoire d'études et de surveillance environnementale. S'agissant des communications, contractualisation pour l'acquisition de kits de réception de la TNT, compte rendu du recensement complémentaire des artisans du Bénin. Ce recensement s'est déroulé sur toute l'étendue du territoire national du 23 août au 16 septembre 2021 et a permis d'enrôler 211 217 nouveaux acteurs, portant l'effectif total d'artisans inscrits dans la base à 452 246 personnes provenant des 8 branches d'activité répertoriées dans le secteur. Après cette étape, la suite des actions, conformément à la feuille de route, conduira à la mise en place de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne à Bruxelles en Belgique les 17 et 18 février 2022. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère du numérique et de la digitalisation, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Marius Ataï Guédégbé. Conseiller technique au numérique et à la digitalisation, M. Régis Donald Hontin-Fendé. Au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Noreini Moussa. Je vous remercie.
Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane, accompagné de certains membres de son cabinet, était ce mardi en visite sur le chantier de construction de la zone industrielle de Golo-Djigbe dans la commune d'Abomey-Calavi. L'autorité est allée s'imprégner de l'évolution des travaux après sa dernière visite du 25 novembre 2021. Le point, c'est avec Clémence Toncoin. Cette nouvelle visite du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale s'inscrit dans le cadre du suivi du chantier de la zone économique de Golo-Djigbe. Elle fait suite à celle du 25 novembre dernier. Au cours d'une séance de travail qui a précédé la visite guidée du site, il a été présenté à l'autorité l'état d'avancement des travaux. Le ministre Abdoulaye Bio-Tchane n'a pas caché sa satisfaction. Les 4 principaux engagements qui ont été pris par l'État, nous sommes largement en avance. L'amener du très haut débit de l'Internet est réalisée. L'eau potable sur le site est déjà disponible. L'électricité, qui était un point crucial le 25 novembre quand j'étais ici, est désormais disponible. Nous venons de visiter ensemble la sous-station. La route, qui est la dernière infrastructure, vous le voyez, est en train d'être construite de part et d'autre. Et donc pour le gouvernement, je peux dire que les principaux engagements qui ont été pris pour fin décembre sont largement respectés. Abdoulaye Bio-Tchane s'est dit également satisfait des avancées du côté de la société d'exploitation du site. Du côté de la société d'exploitation, beaucoup de choses sont faites. Nous avons visité ensemble la sous-station électrique. Nous avons vu les voies à l'intérieur. Nous pouvons voir l'état d'avancement des bâtiments qui vont abriter les différents services. Et donc, je crois que là aussi, il y a des progrès substantiels qui sont constatés. Et je peux dire que l'engagement qui est d'ouvrir l'infrastructure, de rendre opérationnelle la zone économique d'ici la moitié de l'année, va être largement respecté. À la date d'aujourd'hui, 24 entreprises ont déjà signé leur contrat de réservation de domaine sur le site. L'inauguration du site est prévue pour mai prochain. Plusieurs mois déjà que les prix des produits alimentaires ont connu une hausse et encore plus. Depuis quelques semaines, certains ont doublé, voire triplé de prix. Et cette situation a des répercussions non seulement sur l'économie locale et nationale, mais aussi et surtout sur le panier de la ménagère. Pour toucher du doigt la réalité, une équipe de la rédaction s'est rendue au marché de Golo-Djigbe. Suivez ce reportage. Pour les petites bourses, elle donne le tournis. La flambée inquiétante des prix des produits de première nécessité ces dernières semaines ne laisse personne indifférent. Dans les marchés en général et celui de Golo-Djigbe en particulier, vendeurs et acheteurs se plaignent de la hausse des prix. Pour le Béninois lambda, il devient de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. Nous souffrons de trop. Rien n'est facile à acheter. Depuis le matin que je suis venue dans le marché, je tourne en rond. Tout est cher. Ce n'est plus la maladie qui nous tue aujourd'hui, mais plutôt la faim, la misère. Car à force de réfléchir de trop avant d'acheter, vous risquez d'être victime d'un AVC. Auparavant, 300 francs vous suffisaient pour une mesure du haricot. Actuellement, c'est à 600 francs. La souffrance s'accentue sans vous mentir. Le sac de riz qui était à 18 000 francs, maintenant c'est à plus de 21 000 francs. Si, Jardi, le gari était considéré comme la ration des pauvres, aujourd'hui, il faut débourser au moins 500 francs pour se procurer une mesure. Le prix du maïs, produit de base dans la consommation des mets béninois qui actuellement tourne autour de 300 francs la mesure, donne également à réfléchir. Normalement, en février, le maïs ne devrait pas coûter cher.
Mais c'est le contraire. C'est à 275 francs au lieu de 150 francs. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout est cher. Aidez-nous. Que le président nous aide. Cette flambée des prix des produits de première nécessité affaiblit davantage les revenus des populations, surtout les couches vulnérables. Les ménages pauvres éprouvent davantage de difficultés à manger en quantité et en qualité car le grenier et le panier de la ménagère sont quasiment vides. Hors du Bénin, le Conseil de l'autorité de l'ONU se dit gravement préoccupé par le coup d'État opéré au Burkina Faso le 24 janvier dernier. Le nouveau chef d'État-major a d'ailleurs pris fonction hier et l'ONU réclame la libération et la protection de l'ancien président renversé, Roch Christian Kaboré. Autre information, hors du Bénin, 325 millions de dollars, et c'est le montant que doit verser l'Ouganda à la République démocratique du Congo sur décision de la Cour internationale de justice. Une somme bien en deçà des 11 milliards demandés par la RDC, un jugement qui fait écho à la guerre de 1998 à 2003. Les détails dans ce reportage de RT France. Il faudra payer les réparations. Entre 1998 et 2003, l'Ouganda a envahi la République démocratique du Congo. Un conflit sanglant qui a dévasté le pays. La RDC accuse l'Ouganda d'actes de barbarie et d'atteinte aux droits de l'homme. La Cour internationale de justice a rendu sa décision ce mercredi. Les troupes ougandaises ont commis de graves violations du droit international humanitaire, en vertu desquelles l'Ouganda a le devoir d'enquêter, de poursuivre et de punir les responsables de la commission de ces violations. La Cour internationale de justice a jugé que l'Ouganda devrait verser 225 millions de dollars pour les pertes en vie humaine, 40 millions de dollars pour les dommages aux biens et 60 millions de dollars pour les dommages aux ressources naturelles. Une décision qui fait la joie des Congolais. C'est une très bonne justice que nous accueillons. C'est des choses qu'on peut même applaudir parce que les Ougandais sont conscients qu'ils ont volé nos biens. Et aujourd'hui, ils doivent restituer ces biens-là. L'Ouganda a été condamné, c'était un motif de fierté pour nous parce que cette condamnation va dans le sens de la dissuasion de tout autre État qui tenterait de mener des activités militaires sur un autre État indépendant, ça son accord. Mais la désolation, parce que le montant pour lequel l'Ouganda a été condamné, 325 millions, c'est un montant très minime. Aujourd'hui, l'armée ougandaise est de retour au Congo où elle mène un combat aux côtés de l'armée congolaise contre une branche de l'État islamique. Une lutte commune, malgré les relations difficiles entre les deux pays. À peine instauré, bien sûr, le pass vaccinal pourrait être supprimé d'ici quelques semaines. C'est ce qu'a laissé entendre, bien sûr, hier au Sénat, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Les chiffres de l'épidémie s'améliorent et pourraient bientôt ne plus justifier une telle mesure. Suivez cet élément. Le pass vaccinal, cela fait seulement 2 semaines qu'il est entré en vigueur et encore pas totalement. La date limite pour effectuer la dose de rappel n'est que le 15 février. D'un autre côté, on observe une décrue épidémique en France et un peu partout en Europe. On lève ou on allège les restrictions sanitaires. Du coup, le fameux sésame tant décrié pourrait bien faire long feu. En tous les cas, c'est ce qui semblerait le plus logique, surtout lorsqu'on a en mémoire les mots d'Olivier Véran il y a peu. Écoutez. Quand on aura vidé les réanimations et rendu la place aux malades qui relèvent normalement de la réa, qu'il n'y aura plus de soins reprogrammés dans notre pays, et s'il n'y a pas de nouveaux variants en circulation à ce moment-là, l'utilité du pass vaccinal sera totalement discutable et nous pourrons le retirer. D'autant que l'efficacité du vaccin face au variant Omicron est largement sujette à caution en ce qui concerne les risques de contagion. Alors du coup, la question se pose, quand verrons-nous la fin de ce pass ? Eh bien, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a fourni quelques éléments de réponse. Écoutez. Il faut qu'on soit dans une situation de taux d'incidence réduit et que la surcharge hospitalière actuelle ait en gros disparu. Ça peut aller assez vite, d'une part parce que l'incidence est en train de diminuer assez vite. Courant mars, la situation devrait être assez satisfaisante. Et puis, décalé de 15 jours, les conséquences hospitalières devraient s'améliorer. Je ne sais pas quand exactement, mais d'ici la fin mars-avril, j'espère qu'on arrivera à cette situation.
Fin mars, début avril, soit juste avant l'élection présidentielle. Une aubaine pour le gouvernement qui pourrait en profiter pour redorer son blason en supprimant une mesure de plus en plus impopulaire, en coupant au passage l'herbe sous le pied d'une opposition qui a fait de la lutte contre le pass vaccinal son cheval de bataille présidentielle. Encore faut-il éviter le risque de paraître clientéliste. En effet, le pass vaccinal est devenu une question au moins autant politique que sanitaire. En l'utilisant comme un outil d'incitation à la vaccination, l'exécutif est allé bien au-delà des avis du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, pour qui le pass vaccinal était d'abord un moyen de lutte contre la propagation du virus. Alors, pass vaccinal, bientôt la fin? Eh bien, peut-être, du moins si le gouvernement et sa majorité ne se dédisent pas une fois de plus, parce que depuis le début de cette crise sanitaire, du côté de l'exécutif, on n'a plus eu peur du virus que des contradictions. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonsoir.